Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Au sommaire de ce nouveau numéro de Version française, découvrez le portrait d'un chef aux multiples facettes, Monsieur Jean-François Piège. Paris pour, c'est la rubrique qui déniche pour vous toutes les bonnes adresses de la capitale, aujourd'hui dite camion. Focus pétillant avec la maison Charles Hetzig et son fabuleux champagne en plein cœur des vendanges. La relève du jour, c'est Nathalie Ozepi, une jeune architecte et designer à l'avenir prometteur. Mais tout de suite, c'est point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, version française, c'est maintenant. La Réserve des Arts, c'est une association maligne et écolo qui récupère des chutes de matériaux dans les entreprises pour les mettre à disposition des artistes. À la base destinées à la poubelle, des chutes de bois, des bouts de tissu, fils et autres bricoles en tout genre peuvent reprendre vie grâce à l'imagination de créateurs inventifs. Le 104 est un lieu de création artistique dans le 19e, réunissant aussi bien la sculpture, la peinture, les arts graphiques, la photographie, le cinéma ou encore l'architecture et le design. Véritable repère à bobo, le lieu abrite aussi une librairie, un espace dédié aux petits, une brocante solidaire, mais aussi de quoi se restaurer. Karl Lagerfeld se distingue par son sens de la répartie. Caustique, piquant, paradoxal et plein d'humour, il lance à toute occasion une formule choc. C'est tout l'esprit de cette conversation qu'ont recueilli les auteurs de ce livre, ce qu'il dit de la mode, de Chanel, du style, de la gloire, des livres, du monde d'aujourd'hui ou encore de lui-même. L'indispensable de la semaine pour garder le cou au chaud cet hiver, c'est le carré Hermès, mais pas n'importe lequel. Ce pensé et dessiné par Julio Leparc. Julio qui? Julio Leparc, un artiste argentin, l'un des maîtres de l'art cinétique. Le résultat, ce sont 60 carrés pièces uniques, une variation de combinaisons colorées, infinies et psychédéliques démentes. On ne présente plus cette figure incontestée du paysage culinaire français. Bienvenue dans l'univers fine bouche de Jean-François Piège. Voici un portrait de ce gastronome passionné au cœur de son dernier restaurant parisien. Jean-François Piège est un chef aux multiples facettes. Et le dernier né de Jean-François, c'est le Grand Restaurant, temple de la gastronomie qu'il vient d'ouvrir dans le 8e arrondissement de Paris. Mais tout de suite, on le retrouve chez Clover, son second restaurant parisien qu'il a ouvert avec sa femme Élodie. On a retrouvé le chef dans ce mini cocon discret à l'ambiance intimiste. Alors, monsieur Piège, c'est quoi pour vous le métier de chef? Le métier de chef, c'est quoi? C'est le métier de cuisinier, en fait. C'est d'abord faire la cuisine et après, le métier de chef, c'est diriger une entreprise, diriger une équipe pour le plaisir des mangeurs qui sont à table. Convoquer tous les sens au sein d'une assiette, c'est quoi? C'est l'odeur, c'est la vision, c'est la sensation avec le toucher, donc le craquant. Le craquant est quelque chose d'assez important dans ma cuisine où j'essaye toujours d'apporter de la texture, soit par une cuisson, soit par la jonction de quelque chose qui va apporter ce craquant. Je fais une cuisine qui est cuisinée. Je ne fais pas une cuisine aujourd'hui où elle est simplement marinée, simplement chauffée. On essaye de mettre au point des cuissons qui vont provoquer chez les mangeurs une concentration du goût et une émotion qui sera un peu différente que celle qu'on peut simplement faire en faisant mariner, qui est au demeurant très bonne, mais qui n'est pas ce que j'ai envie d'exprimer. Parce que je pense que pour être français, il faut savoir cuire. Et manger, c'est mastiquer. Donc, ça veut dire qu'on va faire des choses qui ont une certaine épaisseur, qui ont une certaine texture pour amener une certaine jutosité, un certain goût. Alors c'est un peu difficile de le caricaturer en parlant, mais pour moi, si je devais résumer ma cuisine, c'est une cuisine d'aujourd'hui dans laquelle on a pris le temps de cuire. Parce que pour moi, le plus grand luxe dans la cuisine, c'est prendre le temps de faire la cuisine. Et c'est ce que j'ai voulu faire au Grand Restaurant avec les mijotés modernes, c'est prendre le temps de cuire. Et ça, c'est vraiment la particularité qui fera, je pense, la différence avec toutes les autres expressions culinaires. On a la volonté, et c'est mon grand bonheur, avec Élodie et moi, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont passionnés et qui ont la même volonté que nous de faire plaisir aux autres. Que ce soit chez Clover ou au Grand Restaurant, dans des univers différents.
ils ont cette volonté de faire vivre aux mangeurs quelque chose d'unique. Et moi, c'est ça qui me plaît dans ce métier et qui me motive tous les jours. C'est de ne pas forcément refaire tous les jours la même chose et d'avoir une partition qu'on écrit quotidiennement. Et sans eux, ça ne pourrait pas se faire, donc ça, c'est un vrai bonheur. Et cette partition qui le rend si heureux, il l'écrit notamment avec Olivier, son boucher. Bonjour messieurs, dames. Rencontre. Ouais. Donc on a repris cette affaire depuis maintenant 2 ans. Et c'est ici qu'on essaye d'exprimer toute notre vision sur le marché de la viande. Cette bête vient de Saint-Christophe-en-Brionnais. Elle a été achetée il y a à peu près déjà 6 mois. Et on arrive à un produit d'exception parce que le savoir-faire de l'éleveur, le savoir-faire de l'abattoir et l'art du boucher sont réunis ici. Moi, c'est ce que je veux en fait. Voilà, je veux que de ça en fait. C'est ça qui est intéressant. Le reste, après, on n'en a pas besoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous la découpez la viande, mais nous, on la fait cuire. Et je peux vous dire que ce que vous avez là, c'est un truc de dingue. Ça donne envie quand on voit la diversité. C'est vrai que parfois, on ne pense pas à certaines choses et cet agneau de l'Aveyron, il m'a donné envie. On s'est rencontré, Olivier, autour d'une pièce de bœuf exceptionnelle. Et moi, ça m'a donné envie de le connaître et de connaître son travail. Et mon métier, c'est de donner l'accès à mes mangeurs, à mes clients, à des choses qu'ils ne trouvent pas de partout. Et ça, Olivier le fait. L'amour de la matière et cette rencontre, elle nous donne une force et une envie de continuer au jour le jour, d'avancer et de donner de l'émotion. Olivier me donne envie de cuisiner et si moi je fais de belles choses avec ce qu'il me fournit, ça va lui donner envie d'aller en chercher d'autres. Quand on fait ce métier, c'est une chaîne du producteur jusqu'au consommateur et nous on est 2 maillons au milieu. On se fait plaisir nous-mêmes et on fait plaisir aux autres. Une histoire de plaisir que l'on ressent dans toute la cuisine du chef, un vrai bonheur pour nos palais. Bienvenue Jean-François Piège dans notre émission Version Française. On est ravis de vous accueillir dans votre dernier restaurant. Merci, bienvenue chez moi alors. Dîner, déjeuner chez vous, on a l'impression que c'est un peu une expérience globale. On est comme envoûté, pris en charge dans quelque chose qui vous ressemble. Pour moi, l'expérience d'un restaurant, c'est la qualité de l'assiette, c'est le minimum. Je suis un cuisinier, donc on s'attend à ce que je choisisse au mieux mes ingrédients. Je pense que le contexte est extrêmement important, savoir sur quoi on est assis, par où on rentre, quel environnement on va avoir de la nappe, l'appréhension du verre, tout ça concorde à la création du repas français. Parce qu'effectivement, ce qui a été classé à l'UNESCO, c'est pas la cuisine, c'est le repas. Et quand on est restaurateur, on doit veiller au bon fonctionnement du repas, pas simplement de la cuisine. Comment vous procédez alors? Est-ce que c'est un lieu qui vous inspire et comment ça se passe, alors, notamment pour ici? Alors pour ici, c'était la volonté d'avoir mon restaurant, c'est le bateau amiral de mon univers. L'idée, c'était d'être 100% chez moi pour être totalement libre et d'exprimer ce que j'ai au plus profond de moi pour faire vivre aux mangeurs, je ne vais pas appeler mes clients, je vais les appeler les mangeurs, pour faire vivre aux mangeurs quelque chose d'unique. Je voulais que ce que je ressentais pour un restaurant gastronomique, je voulais le traduire dans un lieu physiquement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'on a pu concrétiser. Vous l'avez défini comme un laboratoire de pensée. Vous aviez besoin d'un endroit où vous pouvez être créatif tranquillement, développer vos idées. Est-ce que c'est facile pour vous d'être créatif tous les jours? En fait, la création, c'est quoi? C'est de ne jamais refaire ce que d'autres ont fait. C'est d'être soi-même. Et pour être soi-même, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. C'est pas forcément quelque chose d'inattendu, de fulgurant, pardon. C'est juste d'aller chercher ce qu'on a au plus profond et de le traduire. Un restaurant, c'est comme une langue vivante, ça doit vivre. La cuisine, on l'a très souvent considérée comme un langage qui était un peu codifié, un peu comme une langue morte. Moi, j'ai décidé de la faire vivre. C'est pas une révolution, c'est une vie. Paris pour, c'est notre rubrique dénicheuse de bons plans. On a parcouru pour vous les meilleures adresses de la ville, on a marché, arpenté, couru, piétiné, rampé, sprinté les spots branchés de la capitale. Et aujourd'hui, on vous propose un Paris pour spécial camion, où oui, c'est la grosse tendance du moment. Impossible de traverser la ville le ventre vide, on commence donc par un food truck du nom de Conis. Un food truck malin qui sert des spécialités françaises dans des cônes, histoire de ne pas s'en mettre plein les doigts.
Le conis, donc c'est le premier cône croustillant, légèrement salé, qui permet justement d'accueillir des recettes gourmandes et équilibrées. La gastronomie française se mange traditionnellement dans une assiette, et là ce qu'on a voulu faire, c'est la rendre nomade et faire que l'assiette puisse se manger. Repus et régalés, on pouvait poursuivre notre journée avec un second camion. Ça s'appelle le Boudoir des Cocottes, c'est un camion réservé aux filles ou aux hommes qui aiment les épilations, après tout pourquoi pas. On s'est payé un petit instant plaisir parce que filmer avec une manucure fraîche, c'est toujours plus chic. Alors, qu'est-ce qu'un beauty truck? Un beauty truck, c'est cette petite estafette toute rose qui traverse les rues et les routes de la région parisienne, de l'Île-de-France. L'idée du Boudoir des Cocottes nous est venue un jour parce que nous voulions un concept qui permette aux femmes de pouvoir profiter d'un instant de beauté quand elles sont au travail, parce que le week-end, elles n'ont plus le temps de s'occuper d'elles. Une manucure et un massage des pieds plus tard, on était repartis, enfin prêts à courir jusqu'à notre dernier camion, notre favori, un camion où l'on danse. Ça s'appelle le camion bazar. Ils étaient installés au cabaret sauvage, au milieu du parc de la Villette, et on s'est complètement perdus. On a fait le tour du parc 3 fois, et après 12 km, le massage des pieds était bien loin. On a traversé le canal de l'Ourcq, oh, une fille en chaussettes. Non, c'est de l'autre côté, on retraverse le canal, et on trouve enfin un panneau. Ouf, on est sur la bonne voie. 3 minutes plus tard, on trouve enfin la fine équipe du camion bazar. Benedetta et Romain, les créateurs du concept. Comme le dit le nom, hein, c'est du bazar dans un camion. En fait, on s'amuse et les gens s'amusent avec nous. C'est assez simple. Assez simple de s'amuser avec le camion bazar. Romain Play aux platines, mais une ambiance de folie pendant que Benedetta anime la foule avec des activités aussi ludiques qu'essentielles, comme le brossage de dents. Oui, nous sommes en after et la bière, ça n'enlève pas la plaque dentaire. Une joyeuse foule bigarrée, colorée, démente, excitée, c'est ça l'esprit du camion bazar. Et nous, on rêve de se faire une place dans leur truck de folie pour les suivre partout, tout le temps. Jean-François, vous faites vivre également la cuisine française, en France, à l'international. C'est quoi la place de la cuisine française aujourd'hui pour vous? C'est une question compliquée parce qu'aujourd'hui, la cuisine française est malmenée en termes de médiatisation. On était quelques pays qui avaient une cuisine qui rayonnait. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc effectivement, les premiers qui étaient là, on a tendance à les mettre en cause. C'est ce qu'on fait avec la France. Mais moi, justement, j'ai pas envie de la défendre, la cuisine française. J'ai envie de la faire vivre. C'est-à-dire en la faisant, en parlant, sans l'opposer aux autres, parce qu'il n'y a pas à l'opposer, eh bien, elle trouvera la place qui est la sienne. Et du coup, comment ça se passe avec vos fournisseurs? Quelle est votre relation avec eux? Est-ce que vous les sélectionnez personnellement? Comment ça se passe? En fait, notre premier fournisseur, c'est la nature. Et je pense qu'il faut l'écouter au plus profond d'elle-même, parce que suivant le temps, suivant la saison, elle va nous délivrer des ingrédients. Et nous, on va aller choisir chez des... Moi, j'aime pas les appeler fournisseurs, j'aime les appeler partenaires, avec qui on a une relation, une confiance depuis de nombreuses années. Et on arrive à trouver avec eux des choses qui sont un petit peu inédites, qui sont pour nous. Olivier Metzger, notre boucher, nous a trouvé un veau qui a gagné le premier concours à Brive-la-Gaillarde. On a même la plaque et c'est vrai que ce qu'on a eu, c'est ça. Donc, c'est pas moi qui prends le téléphone qui lui dis « Olivier, je veux du veau ». C'est lui qui m'a dit, qui a pris son téléphone et qui m'a dit « Jean-François, il faut que tu fasses du veau parce qu'on a un veau exceptionnel ». Et c'est une relation de confiance et d'échange, et avec la particularité d'essayer de ne pas faire des choses que tout le monde fait. Jean-François, vous êtes père depuis peu, vous partagez donc un concept de restaurant avec votre épouse Élodie. Vous faites une émission, vous transmettez énormément de choses. C'est important pour vous? En fait, la télé m'a permis de faire vivre à un plus grand nombre ma passion en fait. J'ai eu la chance dans la vie de transformer ma passion en métier. Et j'ai entendu plus jeune, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras cuisinier comme Jean-François. Parce que cuisinier n'était pas un métier qui était très valorisé. Ouais. On a eu la chance qu'un grand média télévisuel s'intéresse à nous et s'intéresse à cet univers. Et cet univers, on a pu le faire partager à un plus grand nombre et démontrer que ce métier n'était pas forcément un métier qu'on pouvait
dédaigné, mais surtout un métier dans lequel l'ascenseur social n'était pas en panne et dans lequel on allait prendre beaucoup de plaisir. Jean-François Piège à la maison, ça donne quoi? C'est quelqu'un de très relax, très zen, vous faites la cuisine de temps en temps? Ouais, de temps en temps, je fais la cuisine, évidemment. Le rêve que j'ai est en train de se réaliser, c'est faire à manger à mon fils et à ma femme. Donc c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Il est déjà au biberon. Il sera bientôt avec ma cuisine. J'espère qu'elle lui plaira. Mais j'espère que ce sera la relève. Qui sait? Oui, mais d'ailleurs, c'est la première fois que ce restaurant, je ne le fais pas que pour moi. Je le fais pour ma famille et pour mon fils. Et donc, il a une saveur et une touche différente, je pense, qui est plus profonde et plus pérenne. Parce que ce restaurant, il n'est pas là pour 5 ans. Et il est là pour toute une vie. Et peut-être qu'un jour, ce soit lui qui en prendra la suite ou pas. Mais en tous les cas, ça a ouvert en moi une sérénité et une volonté de stabilité, même si j'ai jamais été instable, qui est assez pérenne. Je pense que c'est une jolie conclusion. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est un focus pétillant que je vous propose aujourd'hui avec la maison champenoise Charles Etzik et le secret de leur bulle fine au cœur des vendanges. Chin chin! En août 2015, l'UNESCO décide de mettre un coup de projecteur sur un terroir unique au monde. L'occasion pour nous de redécouvrir un savoir-faire français qui fait rêver la planète, celui du champagne, à travers l'histoire et le travail passionné d'une belle maison, Charles Etzik. Sur ce terroir, on va retrouver, on le voit derrière moi, on a beaucoup de calcaire. Et c'est ce calcaire qui nous permet d'avoir en continu cette réserve naturelle d'eau. En début de campagne, on va plutôt cueillir les vieilles vignes qui souvent vont être à des maturités plus avancées. Et maintenant, on est sur la fin des vendanges, on se consacre à des vignes un petit peu plus jeunes qui vont amener un caractère un peu plus de croquant, une vivacité supplémentaire. Donc chaque cépage va porter sa propre identité. Après, c'est à nous de gérer les curseurs de chacun des cépages de façon à trouver l'équilibre qui va être la signature de la maison Charles Etzik. On est sur des raisins qui sont à parfaite maturité. On a des très belles couleurs. Les raisins se détachent très facilement. Pour le chef de cave de la maison, la période des vendanges est l'occasion de constater la qualité du travail accompli pendant l'année et de rendre visite aux nombreuses familles de vignerons partenaires qui sont fiers de produire le raisin pour le champagne Charles Etzik depuis plusieurs décennies. Donc nous sommes à Louvois, chez la famille Beauvert. On travaille avec la maison depuis 35 ans et on est sur un pressoir exceptionnel, un pressoir assez ancien, très traditionnel. Et on maintient le patrimoine et la tradition. Donc on a le papa qui était à côté de nous là, tout à l'heure, et donc c'est un pressoir qu'on se passe de père en fils. La récolte de raisin est donc apportée directement au pressoir, pesée et pressée à faible pression de façon à extraire le cœur du jus de chaque grain. Très régulièrement, le raisin est remélangé par les équipes. Un travail colossal qui demande dextérité et une bonne connaissance des enjeux de cette étape. C'est vraiment des gestes tels qu'on a pu les connaître depuis le XVIIIe siècle et on refait exactement la même chose. L'aventure Charles Etzik débute dans cette région vallonnée en 1851, lorsqu'un certain Charles Camille décide de fonder sa propre maison de champagne. Un personnage haut en couleur, dont le charme et l'audace ont marqué les générations suivantes. Charles Camille est quelqu'un qui a un charme incroyable. Il est polyglotte, bien évidemment il fréquente le Collège des Pairs à Paris, donc il a une culture générale extrêmement importante. Et surtout, il a en lui-même un tempérament visionnaire et un tempérament conquérant. Au XIXe siècle, le champagne, symbole de la très révolue monarchie absolue, n'est plus en vogue en France. Et si la majeure partie des maisons champenoises se tournent vers les marchés d'Europe de l'Est, Charles Etzik, quant à lui, traverse l'Atlantique pour entreprendre la conquête du continent américain. Si on retient quelque chose de Charles, c'est évidemment son côté aventurier, commercial et visionnaire d'aller défricher un marché nouveau, les États-Unis, mais également, assez rapidement, de se rendre compte du potentiel phénoménal que représentent les caves crayères millénaires à Reims. Ancienne carrière gallo-romaine, ces caves creusées 25 mètres sous terre sont un patrimoine exceptionnel dont seulement 5 maisons champenoises bénéficient. Aujourd'hui, on utilise ces crayères pour leur qualité d'hygrométrie, de température constante, essentielle pour le vieillissement du champagne. Et certaines de nos bouteilles vont passer jusqu'à 20 ans dans ces caves.
Alors une des choses importantes chez Charles, c'est encore plus qu'ailleurs, c'est la transmission du savoir-faire. Les archives viticoles ou vinicoles de la maison sont assez pléthoriques. Tous les carnets de vendange, tous les carnets d'élaboration des vins, d'assemblage. Et puis nous avons bien évidemment dans la maison Régis Camus, qui fut le successeur de Daniel Thibault et qui est aujourd'hui le maître à penser de Cyril. Et derrière, toute une équipe d'œnologues qui connaissent les vins depuis très longtemps. Nous sommes les géniteurs de nos vins. On va aller chercher là du pinot noir, là du chardonnay, là du meunier. Également des vins dits de réserve qui vont amener plus de complexité et plus de sophistication à nos vins. C'est cet assemblage, cette alchimie qui va être sublimée après 5 à 20 ans de vieillissement dans ces caves. L'idée étant de perpétuer un style maison de façon à créer une unicité dans nos vins qui fait que c'est ce goût, ce style que nos clients vont rechercher. Il y a une crayère qui est quand même très spécifique dans notre maison, qui est la crayère numéro 9, et qui fait penser à une bouteille de champagne. Et donc pour la bouteille de Charles Sick, on s'est inspiré de cette forme de crayère numéro 9, et c'est la façon de faire voyager les crayères à travers nos bouteilles. Très récemment, ces crayères ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'occasion de mettre en valeur et de protéger un terroir exceptionnel, ses coteaux, ses caves, le savoir-faire et la force des belles maisons comme Charles Sick. La relève du jour s'appelle Nathalie Ozepi, architecte d'intérieur, designer, créatrice de mobilier et de luminaires. C'est le portrait frais d'une artiste ultra énergique. Nous voilà dans un bureau rose de fille, bien premier degré, des sculptures en carton, des cages à lumière, des livres partout et un lustre un peu bizarre, pas vraiment ce qu'on voit dans la Galerie des Glaces à Versailles. C'est ici que s'est installée Nathalie Ozepi, artiste, plasticienne, designer, une femme singulière au talent certain. Je dessine la nuit, j'ai toujours un cahier, je m'envoie des mails la nuit, je dors pas beaucoup, je suis une espèce de dingue qui a du mal à arrêter sa tête. Nathalie s'envoie des mails la nuit, donc bon, pourquoi pas. Et avec son équipe, elle travaille en ce moment sur un projet hôtelier. Il faut réfléchir à tout l'aménagement intérieur. Lobby, chambre, terrasse, ainsi qu'au mobilier et au concept global du lieu. Même ça, c'est assez beau dans le rapport à l'espace, la diffraction. Et je trouve que cette partie-là est intéressante au niveau de la typo, une double lecture, une double peau. Comme on travaille sur une résonance avec 2 types de couleurs, des formes, avec le bleu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... ça, c'est assez beau dans la trame. D'ailleurs, il faut qu'on travaille une trame dans l'espace du lobby. Et en fait, ça c'est intéressant parce qu'on aime bien travailler toujours la lumière, parce que la lumière transforme complètement l'espace et crée une vraie résonance avec l'intérieur, l'extérieur. Et c'est un point important qu'on travaille souvent et sur lequel on aime bien s'exprimer. Le champ des possibles est le plus large chez nous. L'impossible ne fait pas partie de notre vocabulaire. Nathalie est une source jaillissante, une sorte de volcan. Il émane d'elle des tas de choses, des tas de projets, des tas d'idées, des tas d'envies. Elle nous confronte souvent à des éléphants blancs, puisque pour elle tout est possible, on n'a pas le droit de dire non. Tout est toujours jouable, il faut trouver des solutions à tout, mais ce qui nous fait aussi avoir de très beaux projets, l'occasion de faire de très très belles choses pour nos clients. Et pour Nathalie Ozepi elle-même, elle expose au musée Carnavalet. Petite visite guidée avec l'artiste. Chacune des œuvres que j'ai travaillées sont à la fois un regard qui est mon propre regard d'artiste et de plasticienne et un lien avec l'univers du musée Carnavalet qui est le musée sur une thématique parisienne. Donc là en fait on est sur la structure de Paris, en fait c'est une réminiscence de ce qu'on faisait quand on était enfant où on venait décortiquer en fait toutes les... Je sais pas, vous avez sûrement fait ça, où on vient ne garder en fait que la structure de la feuille. Donc il y a un côté très enfantin. Enfin, moi j'aime bien travailler sur l'idée de la perception en fait qu'on a des choses et de son environnement. C'est tout ce qui fait en fait ce qu'on est, la perception qu'on en a. Donc en fait ça vient créer un espèce de moucharabier urbain et elle tient sur son ombre. Au
musée Carnavalet, il y a donc du Osepi à côté de Picasso, des hipsters d'une autre époque, des femmes très modernes et un arbre musical étrange qui amuse beaucoup les curieux. Pour moi, un créatif, il est en danger permanent. Il y a une mise en danger permanente de ne jamais d'abord être satisfait complètement de ce qu'on fait et de toujours vouloir aller un tout petit peu plus loin et d'être sur une espèce de fil, c'est toujours un peu dangereux. Je pense que quand on est dans un état qui est trop confortable, on perd sa créativité. Mais c'est pas négatif, au contraire, c'est un mouvement en fait, c'est l'idée du mouvement perpétuel. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec des matières différentes, sur des sujets différents, pour jamais m'ennuyer et puis apprendre. Parce que quand on crée et qu'on travaille avec des gens, on apprend. Et moi, j'apprends. Une belle philosophie pour une artiste à suivre. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!